Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Très heureux de vous retrouver ce soir pour l'émission Majuscule Propos. Ce soir, nous allons parler de justice, mais justice qui rime également avec politique. Nous allons parler de la décision de la Cour de cassation en France. Une décision, donc une Cour de cassation qui a donc prononcé en date du mardi 15 février le non-lieu dans l'instruction de l'attentat, donc sur l'attentat contre l'avion de l'ex-président rwandais Juvenal Habyarimana, donc mort en 1994. C'est une longue procédure qui a eu donc des hauts et des bas, qui a donc impliqué plusieurs problèmes aussi bien sur le plan de la justice que sur le plan politique. Ce soir, nous avons des gens qui ont donc écrit, interviewé, des gens qui ont participé à ces donc dans ce processus de justice pour nous expliquer un peu la fin de ce dossier, si il est vraiment, il a touché complètement ou définitivement à sa fin. Dans nos studios de RBA ce soir, nous sommes avec Albert Rudatsimburwa. Il est journaliste mais également un analyste politique avisé. Bonsoir Albert. Bonsoir, bonsoir Eddy. Très heureux d'être avec vous. Merci de m'avoir invité. Voilà. Avec nous également depuis Paris, nous sommes rejoints par Maître Richard Dissagara. Maître Richard Dissagara, vous êtes avocat à Pontoise, c'est à Paris. Bonsoir Maître. Bonsoir, bonsoir. Et, Merci pour votre invitation. Voilà, et merci d'être avec nous également. Avec nous est Mediba qui nous rejoint depuis Dakar, où il est à présent. Bonsoir Mehdi. On me dit que Mehdi n'est pas encore prêt. Il va nous rejoindre tout à l'heure. Mais pour commencer avec vous, Albert, nous sommes en 2022. C'est un attentat survenu en 1994, exactement le 6 avril, un soir du 6 avril. Vous comprenez qu'une telle décision, vous comprenez que en 2022, que cette affaire autour de l'attentat ou sur l'attentat connaissent, ne puissent qu'être enterrés aujourd'hui. Oui. Et surtout les circonstances dans lesquelles tout est... Mais en fait, je crois que, bon, ça va peut-être venir dans notre discussion, l'histoire de l'attentat en soi, à la limite, on se demande même comment elle a été commencée. L'histoire de l'attentat en soi n'est pas nécessairement terminée. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est une tentative d'un juge d'instruction de mener une instruction qui a commencé d'ailleurs en 1998. Hein. C'est cette instruction, avec les gens qu'elle visait, cette instruction-là, qui a été en fait arrêtée maintenant par la Cour de cassation. Donc ce qui est très clair, c'est que le contenu de cette instruction, de cette époque, c'est ça qui aujourd'hui est arrêté. C'est la fin comme disait Maître Minguin, qui est l'avocat qui défendait les gens inculpés et qui sont tous des dignitaires enfin, qui sont des membres du FPR et certains de l'APR de l'époque. Pour eux, en tout cas, c'est terminé. L'histoire de l'attentat en soi n'est pas nécessairement terminée. Ça, je veux dire, n'importe qui pourrait reprendre ça. On va justement comprendre déjà les toutes premières... les taux de première réaction du côté de la justice. Maître Richard Dissagara, vous avez suivi ce dossier de près depuis plusieurs années maintenant. Certains se demandent déjà pourquoi ce n'est qu'un dossier qui a commencé quelques années après. Pourquoi n'avoir pas amorcé l'enquête au lendemain de l'attentat même,
au lendemain du 6 avril. Oui, merci. En fait, l'enquête assez unique. Lorsque les parties civiles, lorsque les personnes qui s'estiment victimes donc de cet attentat ont déposé plainte, il s'agit donc d'un certain nombre de gens qui avaient de la famille, dont les membres de la famille ont péri dans cet avion. Ce sont ces personnes qui ont déposé plainte en 1998 et c'est à cette époque que la procédure a commencé. Donc la justice française n'a pas jugé nécessaire, pour des raisons que je ne connais pas, de commencer la procédure au lendemain du crash de l'avion, mais seulement d'attendre qu'il y ait une plainte qui est déposée par les familles des personnes qui étaient à bord de cet avion. Mais voilà, officiellement, c'est comme ça que l'enquête a débuté. Mais il y a quand même un certain nombre de coïncidences qu'il faut peut-être pointer du doigt. Le début de cette enquête coïncide avec le rapport de Paul Quilès, qui avait aussi, à cette époque, s'était intéressé à l'implication des autorités françaises, de certaines institutions de la France, à ce qui s'est passé au Rwanda. Et donc, il y a cette coïncidence aussi qu'il faut pointer du doigt. Mais pour répondre à votre question de façon simple, l'enquête a débuté lorsque les familles, les plaignants ont déposé plainte entre les mains du procureur de la République qui a décidé d'ouvrir une information judiciaire en 1998 et puis après de confier l'enquête au juge d'instruction qui était à l'époque Bruguière. Nous allons peut-être revenir un peu plus tard. Mais en résumé, c'est comme ça que la procédure a débuté. La justice française, qui avait pourtant la possibilité de le faire, puisque l'avion était un avion français, l'équipage était un équipage français, ils auraient pu lancer l'enquête dès le départ, dès 1994, mais force est de constater qu'ils ne l'ont pas fait, qu'ils l'ont seulement fait en 1998, dans les circonstances que je viens de décrire. Alors, Albert, déjà, il y a contextualisé les choses. Nous sommes en avril 1994. Il y a d'un côté le génocide qui vient de débuter. Déjà au soir du 6 avril, il y a certains quartiers en tout cas qui ont déjà été la cible des miliciens, des militaires. Mais en même temps, il y avait eu le FPR qui était sur le front pour ce qui est de la guerre des libérations. Au lendemain de la victoire du FPR, on parle de juillet 1994, est-ce que ça a été quelque chose qui était sur la table? Est-ce que le FPR, déjà à l'époque, s'intéressait, voulait vraiment savoir ce qui s'est passé? Parce qu'il y avait quand même... Mais la question que je me demande, qui voulait même savoir ce qui s'était passé? Parce que tout ce qui s'est passé après était tellement d'une autre dimension, tellement d'une autre ampleur. Et je vais dire, vous pourriez même vous poser la question, depuis 1994, le FPR qui avait pris la ville n'a même jamais touché à l'épave de l'avion. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Donc, ce sont les Batouradiens qui ont pu prendre même des petits morceaux ici et là, etc. Mais en fait, pour le FPR, le problème, ce n'était pas le président. Le problème, c'est qu'ils ont directement compris que quelqu'un était en train de faire quelque chose et que le pire était à prévoir. Il y a peut-être d'autres choses que ce que le FPR a certainement pu aussi entendre, ou en tout cas constater après, c'est que déjà, il y avait des messages radio qui étaient lancés. Entre autres, il y a quelqu'un qui s'appelle Richard Mouyenzi, qui fut un des témoins, et à Arusha et dans d'autres circonstances, qui était quelqu'un qui avait été entraîné, et qui faisait partie du système de l'armée, d'espionnage, etc., des phares. Mais, donc, qui était posté à Gisenyi et qui devait écouter les communications, comme d'ailleurs deux Français tout près du CND,
Mais lui, Richard, faisait partie des gens qui recevaient des ordres de déjà diffuser « Ah, le FPR a descendu l'avion ». Donc, le FPR en soi, tout ça l'a entendu, mais le FPR avait d'autres choses, d'autres chats à fouetter, c'était de savoir comment... Il ne faut pas oublier que le FPR, quand même, ils sont dans le Nord, ils n'ont que 600 personnes dans le CND, ils ont peut-être quelques autres à gauche, à droite, etc. Mais ils doivent contenir directement le génocide qui commence et commencer... C'est avancé sur le front. Et aussi le front, alors qu'il s'ouvre avec... parce que le cessez-le-feu était terminé à ce moment-là. Donc, je ne crois pas que le FPR... donc, ce n'eût été, je dirais, un désir politique en France de lancer cette histoire sur Habyalimana. Il n'y avait pas beaucoup... Et aussi évidemment, parce qu'il y a tout un... Je dirais, tout un narratif qui est créé, surtout par ceux qui ont commis le génocide, c'est de dire que ça a provoqué la colère, alors qu'un génocide, la façon dont ça s'est déroulé, on sait très bien qu'il n'y a rien de spontané. Tout ça a été organisé, il y a des listes, etc., etc. Le Premier ministre qui a été tué immédiatement, Lando, tous les autres. Donc l'histoire de Habyalimana, en fin des fins, n'est devenue qu'une vraie histoire créée par la France. On va suivre justement le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, Alain Mukurarinda, qui donc s'est exprimé juste quelques heures après l'annonce de la décision de la Cour de cassation. Il était donc au micro de RBA. Alain Mukurarinda. Bon, les commentaires que je peux suivre, que je peux faire là, maintenant, après avoir un peu parcouru la décision de la Cour de cassation, c'est de constater que la Cour s'est basée sur le fait qu'il y a eu une absence de constatation matérielle immédiatement après l'attentat et qu'il y a eu des incertitudes quant à l'identification des missiles ayant servi à commettre l'attentat. Il y a la probabilité des tirs que les tirs soient partis de la zone de Ganombe plutôt que celle de Masaka. En plus, il y a eu des incohérences des témoignages accusant les membres de l'APR d'avoir transporté et tiré des missiles. Il y a eu des incohérences, des témoignages accusant les hauts dirigeants du FPR d'avoir commandité l'attentat. Et en dernier lieu, le juge a constaté que il y a de l'impossibilité d'exclure que l'attentat ait pu être commis par des extrémistes Hutus également. Donc, se basant sur ces 5 éléments, le juge a tout simplement constaté qu'aucun des éléments ne constitue sans ces éléments, on ne peut pas avoir des charges contre les personnes qui étaient soupçonnées, qui étaient donc poursuivies. Et c'est pour cela qu'il a classé le dossier d'une façon définitive. Je pense que cela vient conforter ou confirmer les rapports qui ont été réalisés ici au Rwanda, les enquêtes qui ont été réalisées ici au Rwanda. Malheureusement, ça a dû prendre au moins 20 ans, plus de 20 ans pour qu'on arrive à cette conclusion. Bon, cette décision, je pense qu'elle va d'abord réconforter les personnes qui étaient poursuivies, qui étaient accusées, ça c'est clair. Et puis, d'un autre côté, je pense que ça va aider dans la lutte contre le négationnisme, contre les gens qui voulaient, à certains moments, essayer de mêler les dossiers. Parce que, au moins de ce côté-là, la décision qui a été prise, elle est claire, elle est sans équivoque. On ne peut plus en discuter, on ne peut plus revenir là-dessus. Je pense qu'au moins ça éclaircit l'avenir quant à ce dossier, l'avenir quant aux personnes qui étaient soupçonnées dans ce dossier. Alain Mukurarinda, porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. On me signale que nous sommes avec Mediba. Bonsoir Mediba. Oui, bonsoir Eddy, bonsoir Albert.
Voilà, très heureux d'être avec vous. Mehdi, vous êtes intéressé sur le Rwanda depuis les 94 et même quelques temps avant, et surtout sur ce dossier de l'attentat contre Habyarimana. Tout d'abord, quelles ont été vos réactions à chaud par rapport à cette décision de la Cour de cassation? Je dirais que ma réaction, elle a été mitigée, c'est-à-dire que d'un côté, ça a été une réaction de satisfaction. Satisfaction parce que ça fait tellement longtemps que la justice française s'est livrée à une gigantesque manipulation autour de cette affaire, qui avait bien sûr pour but, par ricochet, d'être une manipulation sur l'histoire même du génocide, que quand, à un moment donné, on vous dit que le rideau se baisse et que la pièce est terminée, vous pouvez qu'être satisfait. Dans le même temps, j'ai aussi un grand sentiment de frustration parce que cette enquête n'a débouché sur rien. Et tant qu'elle n'aura débouché sur rien de probant, je m'attends, c'est peut-être du pessimisme de ma part, mais je m'attends à ce que les choses puissent repartir d'une manière ou d'une autre. Vous savez, la désinformation n'a pas besoin d'une procédure judiciaire pour s'exprimer. Donc demain, même si le dossier est refermé, on peut aussi imaginer, je ne voudrais pas jouer les mauvais oracles, mais je ne suis pas non plus naïf. Ça fait quand même près de 28 ans que je m'intéresse à cette question-là, et je ne suis pas le seul dans ce cas. Et on peut tout à fait imaginer que demain, des nouveaux témoins miracles, des témoins de la 25e, de la 26e ou de la 28e heure, se manifestent à nouveau. Ils le feront à travers les médias, ils le feront en pouvant compter sur des relais de désinformation. Il y en a toujours eu dans ce dossier et il y en a toujours eu au-delà dans différentes affaires qui concernent le génocide des Tutsis de 1994. Donc, si vous voulez, je ne suis pas non plus en train de faire des sauts périlleux, des galipettes de joie, parce que je sais que comme cette affaire se termine et qu'elle n'a pas trouvé son point d'aboutissement judiciaire qui est d'élucider l'attentat, eh bien tout est possible pour demain. Mais justement, Mehdi, vous êtes entre l'Afrique et la France. On aurait bien voulu comprendre déjà dans quelles circonstances et surtout comment est-ce qu'en France, la justice française s'est vraiment intéressée à ce dossier déjà en 98, quelques années, près de 4 ans après le génocide des Tutsis. Alors, vous savez, le génocide a eu lieu et lorsqu'il s'est achevé, il y a eu un travail de désinformation qui a été porté par un certain nombre de personnes, d'officines, de gens au sein de l'État. Le but était d'essayer de renverser l'histoire du génocide. Et le paradoxe, c'est que l'attentat, en fait, ça arrive très tard comme storytelling, parce que c'est vraiment du storytelling, l'attentat. Moi, je me rappelle très bien de l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à la question du Rwanda et du génocide. À l'époque, ce qui avait le vent en poupe, c'était plutôt les massacres qu'aurait commis le FPR. Alors, on parlait des massacres commis par le FPR qui auraient été des contre-massacres pendant le génocide, des sortes de massacres aveugles qui auraient visé les civils. Et puis on a parlé des massacres après la victoire du FPR et après l'instauration du nouveau régime rwandais. On a commencé à dire que oui, mais on mettait des gens en prison alors qu'on n'avait aucune charge contre eux. Après, il y a eu, vous savez, les événements de Kibéo et on a eu comme ça des articles dans certains journaux de la presse française, parfois relayés au-delà de la France, pour dire que oui, en fait, que le Rwanda était un État répressif, un État totalitaire, etc. Le but, c'était quoi? Le but, c'était de diluer la responsabilité très clairement identifiée pourtant du régime qui avait commis le génocide. Mais il fallait mettre ça en balance parce qu'il y avait trop de gens qui avaient mauvaise conscience. La France avait mauvaise conscience du fait de son implication. Les États-Unis avaient mauvaise conscience du fait qu'ils avaient bloqué toute tentative de stopper le génocide. L'ONU avait mauvaise conscience. L'Union africaine avait mauvaise conscience. La Belgique avait retiré ses soldats, etc. Il y avait tellement de gens qui avaient mauvaise conscience qu'il fallait bien reporter cette mauvaise conscience sur le nouveau régime. Et puis, l'attentat, en fait, pendant très longtemps, n'intéressait personne.
l'attentat, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il y a eu 2 à 3 petites tentatives entre le 7 avril 94 et l'été, on va dire la fin du mois de juillet 94. Je pourrais revenir dessus, mais ça ne vaut pas la peine qu'on s'attarde sur chaque épisode. Mais sinon, c'était presque anecdotique. Et même lorsqu'il y a eu une information judiciaire ouverte, confiée au juge Bruguière, on était en mars 98, la seule chose qui mérite d'être relevée dans cette date, c'est que juste avant que cette information judiciaire soit ouverte, il y a eu l'ouverture de la mission parlementaire qu'on appelle la mission qui laisse. Et en fait, cette mission qui laisse a été bloquée dans le fait d'investiguer sur cet attentat, justement parce qu'un juge a été saisi et qu'il y a un règlement qui dit qu'une mission parlementaire d'information ne peut pas enquêter sur des faits qui font d'ores et déjà l'objet d'une information judiciaire. Donc, on a attendu déjà 4 ans avant qu'il y ait l'ouverture d'une information judiciaire. Et j'en termine sur ce dernier point. Il faut savoir que de 1998 à 2004, il ne se passe rien par rapport à cette information judiciaire. Rien ne fuite, rien ne sort. On sait juste qu'il y a un juge qui est chargé d'une information judiciaire. Personne n'a vu les PV, personne ne sait rien. Et j'en termine, et puis on finira d'en parler à travers vos questions. Ce qui est remarquable, c'est que le moment où on va, pour la première fois, entendre parler des conclusions, des pré-conclusions de cette enquête, on est, pour être très précis, le 10 mars 2004. Et le 10 mars 2004, c'est une date qui est intéressante. Et là, donc, qu'est-ce qui se passe le 10 mars 2004 ? Le journal Le Monde, sous la plume d'un journaliste que les connaisseurs anciens du dossier connaissent bien, qui s'appelle Stephen Smith, qui a officié à Libération, puis au quotidien prestigieux français Le Monde, va sortir quasiment une double page sur les pré-conclusions, c'est-à-dire un rapport de synthèse de la police judiciaire parisienne qui travaille avec le juge Bruguière et qui commence à poser les premiers jalons de la thèse selon laquelle le FPR est coupable de l'attentat. Mais le 10 mars 2004, c'est une date qui a 2 particularités. La première, c'est que c'est à la veille d'un voyage du président Paul Kagame à Bruxelles et que, bien évidemment, cette visite va être complètement, je ne sais pas comment dire ça, mais vous voyez, complètement parasitée par cette révélation dans le plus grand quotidien français. Donc déjà, la date n'est pas innocente. Et l'autre chose qui est encore moins innocente, c'est qu'on est à 1 mois de la commémoration extrêmement symbolique du 10e anniversaire du génocide contre les Tutsis. Voilà. Donc depuis le début, tout est question de symbole, tout est question de phagocytage de l'histoire du génocide et tout est question aussi de brouiller la relation entre le Rwanda, la Belgique, la France, la communauté internationale, à travers les manipulations diverses sur lesquelles, j'imagine, on reviendra, et Albert est bien placé pour les connaître à travers l'affaire Ouzibiza, à travers toutes ces manipulations qui ont entaché pendant si longtemps, près de 20 ans, cette enquête, cette soi-disant enquête sur l'attentat du 6 avril 1994. Et s'il y a des choses qui ont été fortement affectées, c'est notamment également cette conscience et surtout, vous avez fait bien le topo par rapport à un monde occidental qui devait également savoir ce qui venait de se passer au Rwanda, notamment les génocides des Tutsis, qui déjà ce dossier de l'attentat avait tendance à obstruer et même à faire oublier les responsabilités des uns des autres. Maître Richard Gisagara, vous qui êtes sur le plan de la justice et militez aujourd'hui pour la justice et pour que les responsables, notamment du génocide des Tutsis qui sont en France et ailleurs, soient traduits en justice. Est-ce que cette affaire de l'avion, ce dossier a été un blocage sur le plan de la justice? Est-ce que ça a affecté votre travail pour ce qui est notamment de la poursuite des responsables présumés du génocide en France? Non, je ne dirais pas que ça a été un frein, mais comme Mediba le dit, en fait, c'est venu phagocyter tout le travail qui est fait en matière donc, de justice et surtout en matière de lutte contre
le négationnisme. Mais, je vais Il dire n'y a- juste, est-ce qu'il y a eu une sorte d'amalgame quand on confond déjà la cause du génocide, les circonstances, et déjà, ça a été une sorte d'amalgame sur le plan de la justice quand même. Oui, oui, il profitait à chaque fois, c'est ce que en fait, j'allais arriver par là, en fait, à chaque fois, dans chaque dossier que nous avons plaidé, chaque fois la défense abordait toujours ce point, il se débrouillait pour amener la question sur l'origine de l'attentat, de l'avion qui a abattu, de l'attentat, de cet attentat, sur l'avion du président Habyarimana. Mais il était, juridiquement par là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que quelle que soit l'origine, quelle que soit la personne qui a battu cet avion, il y a eu un génocide. Et donc, nous voulions dissocier les deux, mais eux s'arrangeaient toujours pour parler de ça, pour laisser entendre que la personne responsable du génocide commis contre le Tutsi n'est pas encore identifiée. En fait, ça venait toujours, c'est sur ça que l'on voit, en fait, que l'on regarde, qu'on puisse s'apercevoir que cet attentat, que ce dossier est une sorte de contre-feu, comme Mediba l'a expliqué, en fait, qui a été amené dans le débat juste pour phagocyter le reste. Et donc, pour vous répondre, effectivement, cette histoire donc de l'attentat de l'avion à Biarimana est toujours venue, on l'a toujours utilisé dans tous les dossiers, en essayant de brouiller les pistes, de laisser croire aux jurés et au tribunal que tout n'a pas été dit dans le génocide commis contre les Tutsis, que tout n'est pas clair. Mais aujourd'hui, maintenant que l'affaire se termine, du moins devant la justice, ça nous permettra cette fois-ci de passer à l'essentiel, de ne pas se faire toujours, comment dire, amener en arrière et d'éviter cette sorte d'imbroglio qui est amené par cet attentat. Albert Dassimbourgois, vous, déjà, vous étiez au Rwanda. Comment est-ce que déjà toute cette histoire a été observée? Parce que parmi, il y a l'attentat, mais lorsque on essayait d'épingler les responsables qui venaient en tout cas en tête, les commanditaires de cet attentat, selon les enquêtes qui étaient, disons, les dossiers qui étaient ouverts en France, ont cité certains responsables de l'armée patriotique rwandaise, l'APR à l'époque. Comment est-ce que cette histoire a été observée et vue du Rwanda? Est-ce que ça a affecté leur manière de travailler ou leur manière déjà de prendre leurs responsabilités par rapport au pays qui devait gérer après la guerre? Oui, non, bien entendu, c'est là où on voit que c'est tout le cadre politique qui se met en place. La France, je crois, depuis l'Algérie, n'avait jamais vécu ce genre de situation où, premièrement, l'armée qui a tout fait pour essayer de maintenir les génocidaires, même en plein génocide, à bout de bras, je veux dire, n'ont pas réussi. Puis, le Rwanda a quand même aussi élargi son périmètre de sécurité, qui ne pouvait plus se permettre d'avoir ces génocidaires à leurs frontières. Donc, entre-temps, le Rwanda a dû s'inviter au Zaïre à l'époque. Donc, ce qui veut dire que tous ses collaborateurs et génocidaires qui étaient là ont été délogés. Le Rwanda a récupéré aussi pas mal de matériaux de renseignement. Tout ça, ça gênait certainement en France, en tout cas les parrains de ces gens-là. Et donc, il est vrai qu'à partir de ce moment-là, on voit que cette instruction du juge Bruguière, mais là-dessus, je crois que Mehdi et Richard aussi peuvent témoigner, c'est que le juge Bruguière n'en était pas à son premier coup, je veux dire, avec le Rwanda. Il y a d'autres dossiers qui sont aussi sulfureux que sur le Rwanda, hein, avec le Pakistan, les moines de Tibérie en Algérie, je crois les Irlandais de Vincennes. Mais pour revenir au Rwanda, il y avait vraiment, à partir
Et je dirais peut-être quelque chose qu'on a oublié avec les années. Il y a, quand Wikileaks a commencé à sortir, il y a un des dossiers qui est sorti où le juge Bruguère est allé à l'ambassade même des États-Unis à Paris pour vraiment dire, voilà, moi je cogne un coup, enfin je résume, hein, parce que je ne me rappelle plus de la phraséologie. Ah oui, c'est ça. Et donc, il y a vraiment d'un côté, je dirais politiquement, des gens qui voudraient cogner en fait et comment dire en anglais, teach a lesson des fois avec plusieurs langues, donc j'ai peur de faire du franglais, mais leur apprendre une leçon qu'on ne traite pas comme ça. Et en fait, on va au cœur du système, puisque ce sont tous des gens qui sont à l'époque soit dans l'armée, soit dans le gouvernement. Et c'est une façon je dirais, d'immobiliser même un pays comme le Rwanda. Le Rwanda n'ayant pas ces casseroles dont qu'on le soupçonne, a pu avoir les coudées libres pour contrecarrer ce genre de choses. Mais il est vrai que il y avait un problème, je dirais qu'il y a un autre problème que je dis en tant qu'Africain, c'est révélé à nous tous, c'est que au fond, la façon dont ce dossier était monté par le juge Bruguère, si ça avait été un autre pays occidental de l'Union européenne, ça n'aurait pas tenu. Donc, il est vrai que dans l'Union européenne, en Europe, tout le dossier qui a été créé par Bruguère, je ne crois pas que les gens vraiment soutenaient ce genre d'initiative. Et il a fallu, d'ailleurs je crois qu'Interpol n'a jamais même réagi. C'est jamais saisi de ce dossier. De ce dossier, parce que c'était un dossier qui était politique. Donc il a vraiment fallu des accords spéciaux qu'il y a entre les pays de l'Union européenne ou des pays de l'Europe des 15 à l'époque, je crois, pour que la France, pour que l'Allemagne, en fait, arrête Roscabouillet à l'époque. À Francfort. Et la livre à la France. Et ça, par des accords internes, je crois que Richard peut nous confirmer ça, mais tout ça a démontré, en fait, qu'il y a vraiment quand même en fait, le Rwanda a mis en exergue, en fait, a sorti l'injustice que en fait, subit le continent africain vis-à-vis des anciennes métropoles. Quand un pays comme celui-là, comme la France, décide, en fait, d'être injuste. Voilà. Mediba, on a eu des juges d'instruction, tout à l'heure vous citiez Bruguère, mais on a eu également les enquêtes de Nathalie Pou et Marc Trevidic, dont les conclusions ne coïncidaient pas avec ce qu'avançait le juge Bruguère. Est-ce qu'il y a quelques pistes quand même déjà que j'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer là-dessus? Il y a quelques pistes que le juge Bruguère n'a pas voulu tenir compte. Et pourquoi, selon vous, il a évité certaines pistes qui pouvaient peut-être mener à une certaine vérité? Je pense que... On ne t'entend pas, Mehdi. On a du mal. Est-ce que je peux intervenir là-dessus pendant pas de problème, pas de problème. Parce qu'en fait... Parce que Nathalie Pou, Trevidic, les deux sont venus au Rwanda. Oui. Et le juge Bruguère n'a jamais été au Rwanda. Voilà. Donc le juge s'est prononcé sur une situation alors qu'il n'a jamais été in situ, qu'il ne connaît pas les lieux, qu'il ne pourrait même pas décrire, et pourtant il va croire à certains scénarios. Mais ce qui est quand même très, très, très remarquable, c'est
on va prendre des petits soldats ou des petits galons qu'on aurait retournés, qui soi-disant auraient des vérités à dire, donc comme si un caporal, un sergent, un infirmier, mais c'est la projection qu'il y a. Donc, de toute façon, c'est des guerriers africaines, donc c'est quelqu'un qui dit qu'il y avait une réunion du haut commandement et qu'il a tout entendu par la fenêtre, etc. Donc, c'est ce genre de narratif qu'en France, des gens comme... Parce que il y a le juge Bruguière, mais il y a tout son appareil en fait de communication qui est composé par les gens comme Pierre Péan, les Guichawa, les Vidal, Erentiens, des gens comme ça qui vont contribuer à créer un narratif improbable, mais c'est tellement raciste comme attitude parce que comme ce sont des Noirs, comme ce sont des Africains, c'est leur niveau. Donc c'est fort possible qu'un infirmier pourrait nous dire en fait le secret du siècle. Et ça, c'est quelque chose qui a été franchement particulier et justement qui ne pouvait pas tenir. Trévidic et Pou, au moins, sont venus sur place et aussi ont pris des experts pour avoir au moins quelque chose de matériel au lieu d'avoir des positions subjectives d'individus douteux. Maître Richard Dissagara, vous exercez en France, bien entendu, ici on parle des juges d'instruction, en tout cas reconnus en France, déjà le juge Trévidic, lui qui a été sur plusieurs dossiers terroristes. Est-ce que, vu de France, les hommes de droit en France, comment est-ce qu'ils ont observé cette situation où des juges se contredisent sur les mêmes dossiers, sur un même dossier? Est-ce qu'on a senti des motivations différentes par rapport au même dossier, maître? C'est pas des motivations différentes, c'est tout à fait le contre-pied. Le juge Marc Trévidic et Nathalie Pousse, il ne faut pas oublier non plus le juge Jean-Marc Herbeau, parce que, comme vous devez vous en rappeler, la personne qui a rendu l'ordonnance de non-lieu, en définitive, ce n'est pas Trévidic, c'est plutôt Jean-Marc Herbeau qui avait repris la succession du juge Trévidic. Oui, donc je vous disais donc qu'en fait, dire que ce sont des motivations différentes, c'est un euphémisme. C'est carrément un contre-pied que le juge d'instruction Trévidic a pris le contre-pied du juge Bruguière. Donc, pour ceux qui s'intéressent à la justice, et notamment à la justice en ce qui concerne le génocide commis contre le Tutsi et le Rwanda d'une façon générale, tout le monde se rendait compte que, voilà, on attendait ces décisions parce que vraiment, l'ordonnance qui était rendue, la décision à laquelle est arrivé le juge Bruguière, c'était non-sens judiciaire. C'est carrément une tâche à la face de la justice française. Parce que quand on lit, comme Albert l'a évoqué tout à l'heure, si on regarde, on lit la décision qui a été rendue par le juge Bruguière, on se demande si c'est vraiment une décision digne de la justice française, digne d'un juge antiterroriste. On dirait un roman de mauvais goût aussi. On ne peut pas comprendre comment on peut arriver à une mise en examen de gens, de dignitaires de notre pays, avec une motivation aussi légère, en se basant sur des éléments qui n'ont aucun fondement, ni juridique, ni même logique. C'est carrément, comme Albert l'a dit, effectivement, on sent une sorte de racisme là-dessus, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un juge d'instruction pourrait rendre une décision avec des conséquences pareilles, avec des éléments aussi légers. Heureusement donc, après le juge Trévidic en est arrivé, il a commencé à travailler beaucoup plus sérieusement, il est arrivé sur place. Je vous rappelle qu'il y a eu l'expertise qui a été évoquée tout à l'heure par Albert, c'est une expertise balistique dont le rapport a été rendu en janvier 2012, et là on a commencé à parler, à faire du sérieux. C'est à ce moment-là où l'enquête a commencé à être sérieuse et on a commencé à fonder les décisions
sur des choses palpables, sur des éléments concrets, comme on le fait normalement dans un dossier judiciaire de cette catégorie. Maître, Et voilà, donc, oui. J'aimerais savoir, la nomination des juges, elle est faite par des hommes politiques quand même en France. Est-ce que déjà la nomination du juge Bruguière est différente, ou l'époque où le juge Bruguière a été nommé n'est pas forcément l'époque où le juge Marc Trévidic a été nommé. Est-ce que cela n'est, sachant également la conjoncture au niveau de la politique en France et les responsables de l'époque qui les ont nommés, est-ce que ça ne peut pas également expliquer le fait que les deux ne puissent pas avoir la même approche, les mêmes intérêts Il n'y a pas que ça, Eddy. Et là, Richard peut intervenir aussi. C'est que c'est pas simplement la nomination à ce moment-là, mais aussi la continuité de leur carrière après. Après. Ah oui, parce que et le désintérêt du dossier après. Non, mais pas. Je veux dire, quand on dit que la justice est indépendante, non, puisque la nomination est politique, et pour ce qu'ils vont faire après, c'est aussi politique. Donc, ce qu'ils ont fait pendant qu'ils ont été nommés compte pour eux. Pour la suite. Exactement. Donc, tout ça, je crois que Richard peut expliquer que ce n'est pas une justice tout simplement, comme on dit toujours, indépendante. Non, elle suit le politique du moment. Voilà. Maître, vous pouvez peut-être également réagir et peut-être apporter une lumière à ça. Albert, je suis avocat et je crois à la justice. Je crois à la justice, donc j'aime me persuader que la justice est indépendante. Mais la justice, mais pas les hommes. Oui, mais je n'oublie pas, je suis réaliste. Et je sais que en matière, notamment en matière de terrorisme, il y a beaucoup de politique là-dessus. Et dans le dossier du Rwanda, dans sa première phase, en ce qui concerne, je pense que toute personne qui a du bon sens a très bien compris que la décision qui était rendue par le juge Bruguière avait une grande imprégnation politique. Ça c'est certain. Sur la nomination des juges, les juges en France ne sont pas nommés directement par le pouvoir politique. Ils sont nommés par un conseil, par le conseil de la magistrature. Et on ne peut pas quand ils sont nommés pour une durée déterminée. Ils ne peuvent pas quitter les fonctions avant ces durées-là. Donc là, la succession qu'il y a eu entre le juge Trévidic, d'abord le juge Bruguier, puis après le juge Trévidic, puis après le juge Herbeau, c'était quelque chose qui était prévu d'avance. C'est leur carrière qui a évolué, qui a continué de cette façon-là. Ils n'ont pas été remplacés du jour au lendemain. Ça suit la procédure habituelle. Mais, comme vous le dites, Albert, évidemment, les hommes sont toujours des hommes. On a beau leur donner tous les moyens qui leur permettent d'être indépendants, mais il y a des considérations qu'il faut toujours prendre en compte. Effectivement, si vous vous dites, moi, je suis juge aujourd'hui, mais je déplais aux hommes politiques, vous pouvez vous dire que demain, vous avez besoin d'eux. Et si vous avez de l'ambition, effectivement, vous pouvez ne pas utiliser les moyens dont vous disposez pour être indépendant juste pour plaire aux hommes politiques. Ça, c'est possible. Mais les juges ont les moyens d'être indépendants s'ils le veulent. Il y a ici des juges qui ont une réputation de déplaire aux hommes politiques qui vont toujours à l'encontre, pas toujours, mais qui prennent des décisions courageuses qui vont à l'encontre de la volonté politique. Mais dans le cas, dans notre dossier, évidemment, voilà, tout le monde voit effectivement qu'il y a cette imprégnation politique. Je peux vous dire, pour ce dossier, en restant sur ce dossier, vous savez que, pour rester sur lui, le juge Bruguière, vous savez que dès qu'il a terminé le dossier, il a tenté une carrière politique. Il est allé dans la politique. Il a voulu échoué. Se présenter aux élections à l'UMP. Voilà, et après, mais ça ne s'est pas passé comme il s'y attendait. Donc, on peut toujours, comme Albert l'a dit, c'est un élément qui nous permet de dire que qui nous permet pas de dire, mais de supposer que lorsqu'il rendait ses décisions, il avait en vue sa carrière politique d'après.
Donc, ce qui pourrait effectivement expliquer ce qui y est des éléments qu'on ne peut pas comprendre de façon juridique dans ce qu'il a fait. Je ne sais pas si Mehdi nous entend. Mehdi, vous êtes là? Oui, mais est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend super bien. Mehdi, Ok, super. Désolé, j'avais le micro coupé pour pas faire d'interférence. voilà. Et quand vous m'avez donné la parole la dernière fois, mais là, je boude d'impatience de reprendre le fil. Et si vous permettez, Eddy, donc de répondre et de revenir sur les dernières interventions. J'aimerais peut-être bien que vous puissiez peut-être rebondir sur un point très important parce qu'on parle du juge Bruguière. L'avocat des 7 Rwandais qui sont cités ou qui étaient cités dans le dossier du juge Bruguière n'a cessé de dénoncer des manipulations dans ce dossier-là. Pour vous, quelles sont... disons, en quoi consistent ces manipulations-là, selon le maître Minguin, maître Bernard Minguin, qui a dénoncé ça? Alors, la première manipulation, c'est que, je parle sous le contrôle de maître Richard Guessagara, mais la première manipulation, c'est qu'une instruction en France, et j'imagine que ça n'est pas qu'en France, doit être menée à charge et à décharge. L'instruction, pendant toute la période Bruguière, hein, je parle donc de 98, au moment où il a été saisi en mars 98, jusqu'au moment où il a quitté l'instruction pour les raisons que vient de donner Richard Guessagara, c'est-à-dire qu'il voulait se présenter aux législatives de 2007, et donc il a quitté le pôle antiterroriste. Donc pendant 9 ans, le juge Bruguière n'a instruit qu'à charge du FPR. Il a fait litière de tous les éléments, et il y en avait, je ne dis pas qu'il y en avait des camions, mais il y en avait un certain nombre qui avaient été recueillis par des ONG, par des journalistes depuis 1994, et le juge Bruguière, le premier manquement, c'est de n'avoir instruit qu'à charge du FPR. Et quand vous regardez le dossier d'instruction, ce que j'ai pu faire ça remonte quand même maintenant un peu loin, mais je m'en souviens quand même encore, c'est assez fascinant de voir l'ordonnancement des procès-verbaux de l'instruction, c'est-à-dire qu'il commence par entendre la famille Abiyarimana. Alors, ça peut se comprendre, d'abord parce que Abiyarimana est la principale victime, je veux dire, au rang, en tout cas, il y a 12 victimes, mais Abiyarimana est quand même chef d'État en exercice du Rwanda, et par ailleurs, son avion s'écrase au milieu du jardin de la résidence présidentielle. Donc qu'on entende sa veuve, qu'on entende ses fils, ses filles, etc., on peut le comprendre. Mais le juge Bruguière, quand vous regardez, il ne faut quand même pas oublier quelque chose qui, moi, me semble clé, c'est que très vite, le juge Bruguière va se rendre à Arusha. Je ne sais plus exactement si on est en 99 ou en 2000, mais le juge Bruguière se rend à Arusha. Il fait une commission rogatoire internationale pour se rendre au tribunal pénal international d'Arusha, je veux dire dans le centre de détention, et il passe des heures à parler avec Théonès Bagosora, à parler avec Hassan Guézé, et je vous passe les noms de tous les autres avec lesquels il a échangé. Parce que le juge Bruguière considère que la vérité dans cette affaire va lui venir de tous les grands leaders du régime Hutu Power qui a orchestré, commandité, commis le génocide, supervisé le génocide. Donc déjà, quand vous commencez à voir ça, qui est l'informateur majeur du juge Bruguière? C'est l'ex-capitaine de gendarmerie Paul Baril, dont on sait très bien qu'il est il n'est pas seulement anti-FPR, il est anti-Tutsi tout court, qu'il a occupé des missions au service de la famille Abiyarimana et qu'en plein génocide, il est au service de Madame Agathe Kanziga Abiyarimana. Donc, le juge Bruguière fait une sélection extrêmement drastique et ne s'intéresse qu'aux gens qui peuvent accréditer, quitte à, comme disent les jeunes Français aujourd'hui, à mitonner, c'est-à-dire à être complètement mythomane, des thèses qui incriminent exclusivement le FPR. Et ça va être ça de 1998 jusqu'à 2006, le moment où sort cette fameuse ordonnance de soi communiqué qui va entraîner la suite. Donc, ces années-là sont exclusivement passées par le juge Bruguière à chercher tous les éléments qui traînent. Et il va même faire parler les morts. Hein. Il va même faire parler, je crois que c'est, je parle sous le contrôle d'Albert, je crois que c'était Honest Lizinde, là, qui avait été assassiné au Kenya, qui avait été emprisonné sous Abiyarimana
au début, je crois, des années 80, et puis qui a été libéré par le FPR au début des années 90 dans la prison de Ruhengeri, puis qui a rejoint le FPR, etc., eh bien, après sa mort, on va le faire parler. Et donc, il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais Lizinde m'a dit ». Et donc, c'est un peu jacadi, hein, l'instruction du juge Bruguière. Il y a toujours quelqu'un qui vous dit « Ah oui, mais un tel m'a dit que, un tel m'a dit que », et puis ça, le jacadi va jusqu'à « Paul Kagame m'a dit que ». Voilà, Paul Kagame m'a dit que c'était lui, mais il ne fallait pas que je le répète. Je vous en prie, Eddy, pardon. Juste en parlant on m'a dit, Albert, quelqu'un vous a dit, vous avez présenté à l'époque quelqu'un qui était présenté comme témoin à charge, Ruzibiza, vous l'avez présenté comme un imposteur, quelqu'un que des gens citent comme témoin à charge dans ce... Ah non, je ne l'ai pas présenté comme... Rose avait été arrêtée, Rose Kabuye avait été arrêtée là. Lui... La première idée qui m'est venue, c'était de rechercher Ruzibiza, qui était le témoin principal sur lequel toute l'histoire du juge Bruguière était fondée, était bâtie. Voilà. Et maintenant, vous l'avez présenté, vous le décrivez comme un imposteur par rapport à ses propos, lui... Non, mais je l'ai interviewé. Voilà. Ça veut dire lui-même... Ah oui, là, je veux dire... Bon, premièrement, lui-même, l'imposture dont vous avez révélé dans votre interview... C'est son niveau. C'est le niveau, au niveau du commandement, les ordres, ce qu'il aurait entendu. Enfin, c'était un infirmier. Je veux dire, au maximum de grade qu'il aurait eu. Mais maintenant, dans quelques mots, j'aimerais juste savoir le rôle que le témoignage de Ruzibiza a joué dans ce dossier. Pour eux, premièrement, pour le Bruguière et son équipe, qui avait en plus de ça comme traducteur le beau-fils de l'homme qui a fait Kabuga, qui s'appelle Fabien. Oui, c'est ça. Donc, pour eux, ils avaient trouvé ce qu'il fallait. Ça veut dire quelqu'un qui va dire « j'ai tout entendu ». Du lourd, comme on dit. Ils ont trouvé du lourd dans le dossier. Comme disait Mehdi, c'est par exemple, j'ai entendu Kagame, en fait, pratiquement. Et donc, Ruzibiza a été c'est ça. Ancien du FPR. C'est ça. Non, mais militaire. Donc, ça veut dire qu'il a été tout proche de là. Et on construit ce mythe dont on parlait, qui est basé sur de petits ploucs, je veux dire, de petits soldats de l'armée, du FPR, de l'APR. Et sur base de eux, on crée ce mythe qu'il y a maintenant des gens du FPR qui arrivent à témoigner. Qui délient leur langue. Voilà, maintenant ils sont prêts à la délier. Et d'ailleurs, Ruzibiza va essayer d'entraîner d'autres gens, d'autres personnes qu'il a embarqué avec lui. Qui ont, plus vite que lui en tout cas, pris leur distance. Donc, alors, Abdul Ruzibiza, d'ailleurs, les Guichawa, les Vidal vont d'ailleurs écrire un livre en disant que c'est lui qui l'a écrit, donc ils l'ont peut-être écrit pour lui. Donc, on va créer vraiment le mythe Ruzibiza, c'est le transfuge du FPR qui enfin dénonce tout. Et malheureusement, après, quand je l'ai retrouvé, dans les trois langues, il a lui-même avoué que tout ça, c'était une mise en scène de sa part pour pouvoir quitter le Rwanda et se retrouver en Occident pour faire sa vie. Peut-être pour terminer... Si je peux me permettre, Albert, si je peux me permettre, juste 45 secondes, Mehdi, parce que le temps, malheureusement... Ah, d'accord. Non, mais je voudrais juste rajouter que quand Albert a interviewé Abdul Ruzibiza, un des arguments phares qu'il a dit, c'était pas juste qu'il voulait, ça c'est nous, je pense qu'ils déduisons essentiellement, qu'il voulait quitter le Rwanda et qu'il a trouvé une belle opportunité, puisque une fois entendu par la justice française, il s'est retrouvé évacué vers la Norvège avec la bénédiction du policier de police judiciaire. Non, ce qu'a dit Abdul Ruzibiza, quand il s'est rétracté devant Albert à Contact FM, c'est
Ah, je savais que les Français détestaient, alors je ne sais plus s'il dit détester le FPR, mais je crois qu'il va jusqu'à dire détester les Tutsis, et je voulais tester jusqu'où ils étaient crédules. Bon, et moi je voudrais juste quand même attirer l'attention, parce que vraiment ce qu'a fait Albert à ce moment-là, c'est quand même pas un détail dans ce dossier, je pense que ça a été un virage. Vraiment, avec l'arrestation de Rose Kabouye, ça a été un des virages dans ce dossier, c'est que... Abdul Rouzibiza enfin, déconstruit à 2 reprises totalement toute la thèse Bruguière. C'est-à-dire que dans un premier temps, il dit j'ai complètement intoxiqué les Français parce que j'avais envie de me payer leur tête et de voir jusqu'où ils étaient prêts à me croire pour incriminer les Tutsis. Et puis après, quand même, il va un peu revenir sur sa thèse, mais quand le juge Trévidic quand il reprend vraiment à bras-le-corps l'instruction, quand il se rend en Norvège pour l'entendre en Norvège, je crois qu'on doit être vers les années 2010, Abdul Rouzibiza, alors là, est revenu une 3e fois, ce qui montre quand même qu'on avait affaire à un grand mythomane. Bon, il n'est plus là aujourd'hui pour se défendre, donc je n'insisterai pas, puisqu'il est décédé ensuite de mort naturelle un peu après. Mais Abdul Rouzibiza dit, en fait, non, finalement, ce que j'avais dit la première fois, c'était vrai, sauf que la première fois, je m'étais fait passer pour quelqu'un qui était sur les lieux et qui était membre du commando, qui avait fait les repérages du commando et qui avait fait partie du commando qui a abattu l'avion. En fait, finalement, je n'ai fait qu'agréger les récits qui m'ont été donnés par des gens que je ne peux pas nommer pour ne pas attenter à leur sécurité. Donc, je veux dire, l'imposture majeure, à mon avis, qui a complètement consolidé la thèse FPR, c'est-à-dire qu'a donné du grain à moudre à Bruguière, à partir duquel il pouvait bâtir cet échafaudage, et voilà. Que Albert a fait exploser à travers son interview, c'est vraiment la question d'Abdul Rouzibiza. Merci beaucoup Mediba, et je pense que c'est sur ces propos que nous allons malheureusement nous arrêter, parce que le temps n'étant pas vraiment de notre côté. Merci à tous les 3 d'avoir contribué et surtout à avoir éclairé à notre audience par rapport à ce non-lieu. Merci beaucoup à Maître Richard Dissagara depuis Paris, où vous exercez à Pontoise. Merci beaucoup, Maître. Merci pour votre invitation. Bonne soirée. Merci beaucoup à vous, Mediba, et surtout, j'espère qu'à Dakar, la ferveur de la Coupe d'Afrique continue. Oui, ben personnellement, je suis sorti de la Coupe d'Afrique, je suis revenu sur le Rwanda, mais en tout cas, merci pour vos félicitations, ça nous a fait chaud au cœur. Ouais. Voilà, merci beaucoup, et surtout Nangadef, à tout le monde à Dakar. Merci beaucoup également à Albert Rudatsimbourgois pour votre analyse et surtout votre éclaircissement sur certains points très importants. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. L'émission c'est Majuscule Propos, c'est la télévision rwandaise. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Mais en attendant, restez bien fidèles à nos programmes.